Le grand salon du château de Chambord resplendissait sous les lustres de cristal de Bohême ce soir du 14 juillet. Les fenêtres à meneaux laissaient entrevoir les jardins à la française illuminés pour la fête nationale, tandis qu'à l'intérieur, la crème de l'aristocratie française se pressait dans leurs plus beaux atours. Juliette de Valmont se tenait près de la cheminée monumentale Renaissance, son cœur battant si fort qu'elle craignait que les autres invités ne l'entendent par-dessus la musique de chambre. Elle portait une robe de soirée bleu nuit spécialement confectionnée par une couturière discrète de Tours, car les grandes maisons parisiennes refusaient poliment de l'habiller. « Nous n'avons pas votre taille en stock, mademoiselle », lui disait-elle avec des sourires crispés. À 28 ans, Juliette pesait 130 kilos, et chaque centimètre de son corps lui rappelait quotidiennement qu'elle ne correspondait pas aux standards de beauté de son milieu. Mais ce soir était différent. Ce soir, après 3 années d'échanges épistolaires passionnés avec le prince Édouard de Bourbon-Condé, héritier d'un trône européen symbolique et d'une fortune colossale, elle allait enfin le rencontrer en personne. Leurs lettres avaient été remplies de philosophie, de poésie, de débats sur Proust et Baudelaire. Jamais ils n'avaient échangé de photographies. L'âme ne se photographie pas, lui avait-il écrit de sa main élégante. Juliette avait cru à cette romance intellectuelle, à cet amour platonique qui transcendait l'apparence physique. Elle l'aperçut à travers la foule, exactement comme sur les portraits officiels, grand, les cheveux châtains impeccablement coiffés, vêtu d'un costume 3 pièces signé d'un tailleur de la rue de la Paix. Son profil aristocratique se détachait contre les tapisseries d'Aubusson qui ornaient les murs. Juliette prit une profonde inspiration, lissant nerveusement sa robe, et s'avança vers lui. « Monseigneur », murmura-t-elle en s'approchant, sa voix tremblant légèrement. « C'est moi. » « Juliette. » Le prince Édouard se retourna, et Juliette vit quelque chose qu'elle n'oublierait jamais, ses yeux bleus glaciers se posèrent sur elle, parcoururent sa silhouette de haut en bas, et une expression de dégoût à peine dissimulée tordit ses traits aristocratiques. Ce ne fut qu'une fraction de seconde, mais ce fut suffisant pour briser quelque chose d'essentiel dans le cœur de Juliette. « Je ne crois pas que nous ayons été présentés, » dit-il d'une voix froide, détournant déjà le regard comme si elle était un meuble disgracieux qu'on préférait ignorer. « Mais, nos lettres. » 3 ans de correspondance, balbutia Juliette, sentant le sol se dérober sous ses pieds. Autour d'eux, les conversations s'étaient tues. Les regards convergeaient vers eux comme des projecteurs impitoyables. « Ah, la correspondance », répéta-t-il avec un petit rire méprisant qui résonna dans le salon devenu soudainement silencieux. « Voyez-vous, mademoiselle, comment avez-vous dit votre nom déjà ? J'échange des lettres avec de nombreuses personnes. Je ne peux certainement pas mémoriser chaque correspondante. » Le mot avait été prononcé avec un tel dédain que plusieurs dames de l'assistance étouffèrent des gloussements derrière leurs éventails. Juliette sentit ses joues s'embraser. Elle savait exactement ce qu'il faisait, il la reniait publiquement, humiliée d'être associée à une femme de son gabarit devant tout le gratin français. « 3 ans, répéta-t-elle, sa voix se brisant. 3 ans de lettres où vous me parliez de votre vision de l'amour véritable, de l'importance de l'intellect sur l'apparence. » « L'intellect, l'interrompit-il, son ton devenant carrément cruel. « Chère mademoiselle, si vous possédiez vraiment de l'intellect, vous auriez compris qu'un homme de mon rang ne peut s'afficher avec, eh bien, avec quelqu'un qui manifestement ne sait pas se contrôler à table. » Le salon entier retint son souffle. Quelques personnes eurent la décence de paraître choquées, mais la plupart souriaient, savourant ce spectacle de cruauté mondaine. La comtesse de Montmorency, une femme squelettique vêtue de Chanel, murmura assez fort pour être entendue, « Ma chère, comment a-t-elle seulement osé s'approcher de lui ?» Juliette sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. « Pas ici. Pas devant ces vautours en smoking et robes de haute couture. » Elle recula d'un pas, puis d'un autre, tandis que le prince Édouard se détournait déjà d'elle pour engager une conversation animée avec une jeune femme filiforme en robe Dior. Elle traversa le grand salon, chaque pas résonnant comme un coup de marteau sur son cœur brisé. Les invités s'écartaient sur son passage, certains avec pitié, d'autres avec un mépris non dissimulé. Elle entendait les murmures, les rires étouffés, les commentaires acerbes qui pleuvaient dans son sillage comme des poignards. Dehors, dans les jardins de Chambord illuminés pour la fête nationale, Juliette s'effondra sur un banc de pierre, face aux douves du château. Le feu d'artifice commençait à éclater dans le ciel de la Loire, mais elle ne voyait rien à travers ses larmes. 3 ans. 3 ans de sa vie investie dans un mensonge, dans un homme qui l'avait utilisé pour son esprit brillant sans jamais avoir l'intention de l'accepter telle qu'elle était. Ce soir-là, dans les jardins de ce château royal où tant de rois avaient marché avant elle, Juliette de Valmont fit un serment silencieux.
Elle ne savait pas encore comment, mais elle ferait payer au prince Édouard cette humiliation. Et il regretterait, de tout son être aristocratique et vide, le jour où il avait rejeté celle qui aurait pu être sa plus grande alliée. Pour comprendre l'immensité de la douleur de Juliette, il faut remonter à son enfance dans le 16e arrondissement de Paris, dans un appartement haussmannien de 6 pièces donnant sur l'avenue Foch. Les de Valmont étaient une famille de la haute bourgeoisie française, pas tout à fait aristocrate mais suffisamment fortunée et bien connectée pour évoluer dans ces cercles dorés. Son père, Jean-Baptiste de Valmont, gérait un empire viticole à Bordeaux, avec des vignobles qui produisaient certains des meilleurs pommerolles de la région. Sa mère, Geneviève, était une femme d'une beauté froide qui passait ses journées entre les salons de beauté de la rue du Faubourg Saint-Honoré et les déjeuners avec ses amis au Plaza Athénée. Juliette avait été une enfant potelée, puis une adolescente ronde, et finalement une jeune femme en surpoids important. Dans un milieu où l'apparence était tout, où les femmes se pesaient quotidiennement et comptaient chaque calorie comme si leur vie en dépendait, Juliette était une anomalie, une tache sur le tableau parfait que sa famille tentait de présenter au monde. « Comment puis-je te présenter à mes amis dans cet état » soupirait sa mère régulièrement, ses yeux critiques parcourant le corps de sa fille comme un inspecteur examinant une marchandise défectueuse. Les Montclair ont une fille de ton âge, mince comme un mannequin. Elle vient d'être fiancée à un banquier suisse. Et toi ? Tu ne peux même pas porter les robes que je t'achète. Juliette avait développé une armure intellectuelle pour compenser. Elle avait été brillante à Sciences Po Paris, obtenant son diplôme avec les félicitations du jury. Elle parlait couramment 5 langues, avait publié des articles dans des revues littéraires prestigieuses, et possédait une connaissance encyclopédique de l'histoire de l'art. Mais dans les salons parisiens où elle évoluait, son intelligence était considérée comme intéressante mais insuffisante. Dommage qu'elle soit si intelligente, entendait-elle souvent. Avec ce corps, c'est du gâchis. Sa vie quotidienne à Paris était une série d'humiliations subtiles et moins subtiles. Au bon marché, les vendeuses du rayon mode la regardaient avec un mélange de pitié et d'agacement lorsqu'elles demandaient des tailles qui n'existaient pas dans leur collection. « Nous ne faisons pas du 48, madame », lui disait-on avec un sourire poli qui ne masquait pas le jugement. Au vernissage d'art dans le Marais, où elle adorait se rendre, les conversations s'interrompaient lorsqu'elle s'approchait des petits fours, comme si tout le monde attendait de la voir se goinfrer. Les dîners en famille dans leur propriété secondaire de Saint-Tropez étaient particulièrement pénibles. Sa mère invitait invariablement des jeunes gens convenables, des fils de famille bien, beaux, éduqués, destinés à de brillantes carrières dans la finance ou la diplomatie. Ces hommes étaient toujours d'une politesse exquise avec Juliette, discutant littérature et politique avec animation, mais leur regard glissait constamment vers les autres jeunes femmes présentes, celles dont les robes légères révélaient des corps sculptés par des heures de sport et des régimes draconiens. « Elle a une si belle personnalité », entendait-elle un de ses prétendants dire à sa mère un soir, pensant qu'elle ne pouvait pas entendre. « Mais je ne peux pas, vous comprenez, Madame de Valmont. Un homme a ses limites. » C'était dans ce contexte de rejet constant que Juliette avait trouvé refuge dans la correspondance. Elle avait rejoint un cercle littéraire aristocratique qui organisait des échanges épistolaires entre ses membres. Là, dans l'anonymat relatif de l'écriture, elle pouvait être elle-même, brillante, drôle, profonde, passionnée. Ses lettres étaient attendues, appréciées, célébrées pour leur style et leur contenu. Et puis était venu Édouard. Le prince Édouard de Bourbon-Condé, dont les lettres révélaient un esprit raffiné, une âme romantique, une profondeur philosophique qui l'avait captivé dès la première correspondance. Pendant 3 ans, ils avaient échangé des lettres hebdomadaires, parfois même quotidiennes. Il lui parlait de la solitude du pouvoir, de son dégoût pour la superficialité de son monde, de sa quête d'une compagne qui pourrait comprendre les responsabilités qui pesaient sur ses épaules. Dans un monde d'apparence, lui avait-il écrit dans une lettre que Juliette conservait précieusement dans un tiroir secret de son secrétaire Louis XV, « Je cherche la substance. Je cherche une femme dont l'esprit soit aussi vaste que les terres que je gouvernerai un jour. L'enveloppe corporelle n'est qu'un vaisseau temporaire, c'est l'âme qui compte, et je sens dans vos mots une âme extraordinaire. » Juliette avait cru à ces paroles comme on croit à l'Évangile. Elle s'était autorisée à rêver, elle qui n'avait jamais osé espérer être aimée. Dans son appartement du 16e arrondissement, assise à son bureau face au toit de Paris, elle avait imaginé leur vie ensemble, elle, la princesse intellectuelle, conseillère de son époux, organisant des salons littéraires, mécène des arts, respectée pour son esprit plutôt que jugée pour son corps. Quelle naïveté! Quelle cruelle, déchirante naïveté! Les mois qui avaient précédé leur rencontre à Chambord avaient été les plus heureux de sa vie. Édouard lui avait envoyé une invitation officielle pour la réception du 14 juillet,
suggérant qu'il était temps qu'ils se rencontrent enfin en chair et en os. Juliette avait fait confectionner sa robe, s'était préparée avec un soin méticuleux, avait répété dans sa tête 1000 fois ce qu'elle lui dirait. Et tout s'était effondré en quelques secondes de regards méprisants. Maintenant, dans son lit à baldaquin de son appartement parisien, 3 jours après l'humiliation de Chambord, Juliette fixait le plafond orné de moulures. Elle avait brûlé toutes les lettres d'Édouard dans la cheminée de marbre de son salon, regardant 3 années de mensonges se consumer en cendres. Sa gouvernante, Madame Beaumont, une femme d'une 60aine d'années qui la servait depuis son enfance, frappait régulièrement à sa porte avec des plateaux de nourriture que Juliette refusait. « Mademoiselle, vous devez manger quelque chose », insistait la fidèle domestique. L'ironie n'échappait pas à Juliette. Toute sa vie, on lui avait reproché de trop manger. Maintenant, dans son chagrin, elle ne pouvait rien avaler, et on la suppliait de se nourrir. Dehors, Paris continuait sa vie insouciante. Les touristes photographiaient la tour Eiffel, les Parisiens sirotaient leurs expressos en terrasse, les amoureux s'embrassaient sur les ponts de la Seine. Mais pour Juliette de Valmont, le monde s'était arrêté de tourner dans le grand salon de Chambord. Elle ne savait pas encore que cette humiliation serait le catalyseur d'une transformation qui changerait non seulement sa vie, mais aussi le destin de celui qui l'avait brisé. Et si Juliette avait espéré que l'humiliation de Chambord resterait confinée aux murs du château, elle se trompait cruellement. Dans le monde interconnecté de l'aristocratie et de la haute bourgeoisie française, les ragots voyageaient plus vite qu'un TGV entre Paris et Lyon. Une semaine après l'incident, Juliette fut invitée à un dîner chez les Beauharnais dans leur hôtel particulier du 7e arrondissement, à 2 pas des Invalides. Elle hésita longuement avant d'accepter, mais Madame Beauharnais était une amie de longue date de sa mère, et refuser aurait été une insulte sociale impardonnable. Le dîner réunissait 20 convives dans la salle à manger ornée de boiseries du XVIIIe siècle, sous un plafond peint représentant des scènes mythologiques. Juliette avait été placée, comme d'habitude, au bout de la table, loin des conversations les plus intéressantes. À sa droite se trouvait un banquier bedonnant qui passait son temps à regarder son téléphone. À sa gauche, un siège vide. Quelqu'un avait manifestement décliné l'invitation au dernier moment. C'est au milieu du 2e service, un turbo sauce hollandaise d'une délicatesse exquise, que la conversation prit un tour cauchemardesque. « Ma chère Louise », lança la vicomtesse de Rochefort depuis le centre de la table, sa voix perçante portant parfaitement dans toute la pièce, « avez-vous entendu parler de cette histoire absolument hilarante à Chambord le mois dernier ?» Juliette sentit son sang se glacer. Elle posa sa fourchette, incapable de porter la moindre bouchée à sa bouche. « Non, racontez », répondit Louise de Montpensier, une rousse élancée qui portait une robe Valentino qui aurait coûté le salaire annuel d'un ouvrier. Eh bien, apparemment, une jeune femme assez corpulente, le mot fut prononcé avec un plaisir évident, s'est approchée du prince Édouard de Bourbon-Condé en prétendant qu'ils entretenaient une correspondance romantique depuis des années. Vous imaginez l'audace ? Des rires fusèrent autour de la table. Juliette fixait son assiette, ses mains tremblant sur ses genoux sous la nappe de lin brodé. « Et le prince, qu'a-t-il fait » demanda quelqu'un avec une excitation malsaine. « Il a fait comme si elle était invisible. Il a littéralement nié la connaître devant tout le monde. Apparemment, la pauvre fille enfin, pauvre, elle ne doit pas se priver de dessert, plus de rire, est partie en courant comme Cendrillon. Sauf qu'elle n'a pas laissé de pantoufles de verre mais plutôt une impression de tremblement de terre sur le parquet. » L'hilarité fut générale. Même Madame Beauharnais, pourtant réputée pour sa bienveillance, ne put s'empêcher de sourire. Juliette se leva si brusquement que sa chaise racla bruyamment le parquet. « Excusez-moi », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Elle traversa le salon adjacent sous les regards curieux, atteignit les toilettes d'invités où une pièce magnifiquement décorée avec du papier peint Gracie et des robinets en or, et s'y enferma. Là, enfin seule, elle laissa couler les larmes qu'elle retenait depuis des jours. Mais ce n'était que le début. 2 semaines plus tard, elle fut invitée au vernissage d'une exposition de peinture contemporaine au musée d'art moderne dans le 16e arrondissement. Juliette adorait l'art, c'était un des rares domaines où elle se sentait à l'aise, où son expertise était reconnue. Elle avait même écrit des critiques pour plusieurs publications spécialisées. Elle se tenait devant une toile abstraite de Pierre Soulages, absorbée dans la contemplation des noirs profonds qui caractérisaient l'œuvre du maître, quand elle entendit une voix familière derrière elle. « Mademoiselle de Valmont !» Quelle surprise! C'était Édouard. Le prince Édouard de Bourbon-Condé en personne, impeccablement vêtu d'un costume gris anthracite, accompagné d'une jeune femme blonde qui ressemblait à un mannequin échappé d'un défilé de mode. La femme portait une robe fourreau noire qui mettait en valeur sa silhouette de guêpe.
Juliette se figea, son cœur battant la chamade. Elle chercha désespérément une issue, mais il bloquait le seul passage entre les cimaises. « Monseigneur » réussit-elle à articuler, la voix étranglée. « Permettez-moi de vous présenter la comtesse Amélie de Lusignan » dit-il avec un sourire charmeur qui ne montait pas jusqu'à ses yeux glacés. « Ma fiancée. » Le mot tomba comme une guillotine. Fiancée. Moins d'un mois après avoir rejeté Juliette, il s'était fiancé à cette créature de rêve qui se tenait à son bras comme un trophée vivant. Enchanté, susurra Amélie avec un sourire condescendant. Ses yeux parcoururent la silhouette de Juliette avec une cruauté à peine voilée. « Édouard me parlait justement de vous. Vous êtes celle qui écrit, n'est-ce pas? Les articles intellectuels ?» L'emphase sur l'intellectuel était une insulte à peine déguisée, comme si l'intelligence était une compensation pathétique pour le manque de beauté physique. « Oui » répondit Juliette, relevant le menton avec une dignité qu'elle était loin de ressentir. « Comme c'est courageux de vous » dit Édouard avec un sourire narquois. « De continuer à fréquenter ces événements sociaux. Certaines personnes se seraient retirées après, eh bien, après certains incidents embarrassants. Mais vous, vous avez du cran. Ou peut-être simplement une grande insensibilité à l'humiliation. » Amélie gloussa, un son cristallin et cruel. « Édouard, tu es terrible. » Simplement honnête, ma chérie, répondit-il en déposant un baiser sur la tempe de sa fiancée, ses yeux ne quittant jamais Juliette. J'ai toujours pensé que l'honnêteté était une vertu, même quand elle est inconfortable. N'êtes-vous pas d'accord, mademoiselle de Valmont? Juliette sentit quelque chose se briser définitivement en elle à ce moment précis. Ce n'était plus de la tristesse qu'elle ressentait, mais une rage froide et calculatrice qui montait de ses entrailles comme de la lave. Je suis tout à fait d'accord, monseigneur, répondit-elle d'une voix étrangement calme. L'honnêteté est une vertu rare. Presque aussi rare que l'honneur et l'intégrité. Mais je suppose que dans certains milieux, ces qualités sont considérées comme démodées. Le sourire d'Édouard vacilla imperceptiblement. Avant qu'il ne puisse répondre, Juliette s'inclina légèrement et s'éloigna, ses talons claquant sur le sol de marbre avec une détermination qui contrastait avec la tempête qui faisait rage dans son cœur. Les semaines suivantes furent un calvaire. Partout où elle allait, Juliette sentait les regards, entendait les murmures. À l'Opéra Garnier, où elle avait des places d'abonnement au parterre, elle vit des jumelles se tourner vers elle pendant l'entracte. Au Fouquet's sur les Champs-Élysées, où elle déjeunait avec une amie d'enfance, elle surprit le serveur et le maître d'hôtel échanger des regards entendus. Mais l'incident le plus cruel eut lieu lors du bal annuel de bienfaisance de l'hôpital Necker, organisé au pavillon d'Armenonville dans le bois de Boulogne. C'était un événement que Juliette attendait chaque année, car l'argent récolté servait à financer la recherche pédiatrique, une cause qui lui tenait à cœur. Elle portait une robe couleur émeraude, spécialement confectionnée pour l'occasion, et elle s'était fait coiffer dans un salon de l'avenue Montaigne. Pour une fois, en se regardant dans le miroir, elle s'était trouvée presque belle. Mais à peine était-elle entrée dans la salle de bal, magnifiquement décorée de fleurs blanches et de bougies, qu'elle entendit la voix d'Édouard résonner depuis le centre de la pièce. « Mesdames et messieurs » annonça-t-il, debout sur une petite estrade, un verre de champagne à la main. « Je voudrais porter un toast à toutes les causes nobles qui nous réunissent ce soir. À la santé des enfants, bien sûr, mais aussi à la santé en général. Car comme nous le savons tous, la santé est notre bien le plus précieux. L'obésité, par exemple, est devenue une véritable épidémie dans notre société moderne. » Certaines personnes, ses yeux se posèrent directement sur Juliette, semblent incapables de contrôler leurs appétits les plus basiques. C'est tragique, vraiment. Mais heureusement, nous sommes ici pour contribuer à l'éducation à la santé. Le message était clair. L'assemblée entière comprit l'allusion. Certains baissèrent les yeux, gênés. D'autres sourirent avec une cruauté complice. Juliette sentit 400 paires d'yeux se tourner vers elle. Ce soir-là, en rentrant dans son appartement de l'avenue Foch, Juliette prit une décision. Elle ne fuirait plus. Elle ne se cacherait plus. Elle ne permettrait plus jamais à qui que ce soit, et certainement pas à ce prince arrogant et vide, de la faire se sentir inférieure. Elle avait un atout que personne ne connaissait. Un secret de famille que même ses parents ignoraient. Et elle allait l'utiliser pour détruire Édouard de Bourbon-Condé aussi méthodiquement qu'il l'avait humilié. La guerre venait de commencer. Et Juliette de Valmont ne comptait pas la perdre. 3 mois s'étaient écoulés depuis le bal à Armenonville. Juliette avait pratiquement disparu de la circulation sociale parisienne, déclinant les invitations, ignorant les sollicitations.
Ses parents s'inquiétaient, sa mère surtout, qui voyait dans ce retrait une preuve supplémentaire que sa fille était inadaptée au monde. Tu ne peux pas te cacher éternellement, Juliette, lui avait dit sa mère lors d'un déjeuner tendu dans leur appartement. Les gens oublient. Dans 6 mois, il y aura un nouveau scandale et personne ne se souviendra de Chambord. Mais Juliette n'attendait pas que les gens oublient. Elle construisait quelque chose de beaucoup plus ambitieux. Un matin de septembre, alors que Paris commençait à revêtir ses couleurs automnales, Juliette reçut un appel de maître Bernard Dufresne, notaire associé d'une étude prestigieuse située place Vendôme. La voix du notaire était grave et formelle. « Mademoiselle de Valmont, pourriez-vous vous rendre à mon étude demain à 10 h? Il s'agit d'une affaire d'une importance capitale vous concernant. » Intriguée, Juliette accepta. Le lendemain, vêtue d'un tailleur-pantalon noir qui lui donnait une allure professionnelle et assurée, elle pénétra dans les bureaux lambrissés de l'étude Dufresne et Associés. Maître Dufresne était un homme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés, vêtu d'un costume 3 pièces impeccable. Il la fit asseoir dans son bureau où trônait une bibliothèque remplie de codes juridiques reliés de cuir. « Mademoiselle de Valmont, commença-t-il en ouvrant un dossier épais, je dois vous informer du décès de votre grand-oncle, le baron Gustave de Valmont-Rochefort. » Juliette fronça les sourcils. « Je ne le connaissais pas. Mes parents ne parlaient jamais de lui. » « C'est compréhensible, » répondit le notaire avec un sourire énigmatique. Le baron vivait reclus depuis 40 ans dans son château de Montbard, en Bourgogne. Il s'était brouillé avec toute la famille suite à un différend concernant l'héritage familial. Mais voilà le point intéressant, le baron Gustave était un homme extrêmement fortuné. Il possédait non seulement le château de Montbard et ses 300 hectares de terre, mais également un portefeuille d'investissement considérable, des propriétés à Paris, Monaco et Genève, ainsi qu'une collection d'art estimée à plus de 100 millions d'euros. Juliette écoutait, le cœur battant, pressentant où cette conversation menait. Et, continua maître Dufresne en la regardant par-dessus ses lunettes demi-lune, le baron Gustave vous a désigné comme son unique héritière. Le silence qui suivit fut assourdissant. Juliette crut avoir mal entendu. « Pardon ? Vous héritez de l'intégralité de sa fortune, mademoiselle. » Le baron a laissé une lettre expliquant son choix. « Voulez-vous que je vous la lise ?» Juliette hocha la tête, incapable de parler. Maître Dufresne sortit une enveloppe jaunie et commença à lire de sa voix posée. « Ma chère Juliette, nous ne nous sommes jamais rencontrés, mais je t'ai suivie de loin toute ta vie. Ta grand-mère, ma sœur bien-aimée décédée il y a 30 ans, me parlait souvent de toi dans ses lettres. Elle me disait que tu étais différente, que tu souffrais du jugement des autres mais que tu possédais une intelligence et une force de caractère remarquables. J'ai suivi ta carrière universitaire, lu tes publications, observé comment tu navigues dans un monde qui ne te comprend pas. Je t'ai choisi comme héritière car tu es la seule de notre lignée qui mérite cette fortune. Pas pour ce que tu es extérieurement, mais pour qui tu es intérieurement. Utilise cet héritage pour prouver au monde que la vraie noblesse ne réside pas dans les titres ou l'apparence, mais dans le caractère. Montre-leur ce dont tu es capable. Ton grand-oncle qui t'a toujours admiré, baron Gustave de Valmont-Rochefort. » Juliette sentit les larmes couler sur ses joues. Quelqu'un, quelque part, avait cru en elle. L'avait vue. L'avait jugée digne. Il y a cependant une condition, ajouta le notaire. Le baron stipule que vous devez personnellement gérer son empire pendant au moins 1 an avant de pouvoir en disposer librement. Il voulait s'assurer que vous compreniez la responsabilité qui accompagne cette fortune. Juliette s'essuya les yeux et redressa les épaules. Quand puis-je commencer ? Les semaines suivantes furent un tourbillon. Juliette s'installa au château de Montbard, une forteresse médiévale magnifiquement restaurée dominant la vallée de la Brenne. Elle passa ses journées à rencontrer les gestionnaires de son patrimoine, à étudier les dossiers d'investissement, à apprendre les rouages complexes de son nouvel empire financier. Mais surtout, elle élaborait un plan. Un plan méticuleusement calculé pour reprendre le contrôle de sa vie et, accessoirement, détruire l'homme qui l'avait humilié. Elle découvrit rapidement que le baron Gustave avait été un investisseur brillant. Son portefeuille incluait des parts significatives dans plusieurs entreprises majeures, dont et c'était là que le destin montrait son sens de l'ironie la holding familiale des Bourbon-Condé. En effet, le groupe Condé International, qui gérait la fortune de la famille d'Édouard, traversait une période difficile. Plusieurs investissements risqués en Asie s'étaient révélés désastreux, et le groupe avait besoin de capitaux frais pour éviter une crise de liquidité. Le baron Gustave possédait 20% des parts, ce qui en faisait le 2e plus gros actionnaire après la famille royale elle-même.
Juliette convoqua une réunion avec les meilleurs avocats d'affaires de Paris. Dans la salle de conférence de son hôtel particulier nouvellement acquis rue de Varennes, face à 5 des esprits juridiques les plus brillants de France, elle exposa son plan. « Messieurs, dit-elle avec une autorité nouvelle qui les surprit tous, je veux prendre le contrôle de Condé International. Expliquez-moi comment faire. » Ce qui suivit fut 6 mois de manœuvres financières d'une complexité diabolique. Juliette, qui avait toujours excellé en mathématiques et en stratégie, se révéla être une businesswoman redoutable. Elle racheta discrètement, par le biais de sociétés écrans, des parts supplémentaires du groupe Condé auprès d'actionnaires minoritaires mécontents. Elle convainquit la banque Rothschild de lui accorder un crédit massif pour financer ses acquisitions. Elle négocia des alliances avec d'autres investisseurs influents qui avaient leurs propres griefs contre la gestion autocratique de la famille Condé. Tout cela se fit dans le plus grand secret. À Paris, les rumeurs commencèrent à circuler sur une mystérieuse investisseuse qui achetait agressivement des parts dans diverses entreprises. Mais personne ne reliait ces mouvements à Juliette de Valmont, qui était toujours perçue comme la jeune femme en surpoids que le prince Édouard avait publiquement rejetée. Pendant ce temps, Juliette travaillait également sur elle-même. Non pas pour perdre du poids, elle refusait de donner à Édouard et à ses semblables cette satisfaction, mais pour affiner son image de puissance. Elle fit l'acquisition d'une garde-robe de haute couture confectionnée sur mesure par des designers qui comprenaient que l'élégance n'était pas une question de taille mais de style. Elle engagea une coach en communication qui lui apprit à projeter une autorité naturelle. Elle se fit coiffer et maquiller par les meilleurs professionnels de Paris, non pas pour se conformer aux standards de beauté, mais pour exprimer sa propre définition du pouvoir. En février, 6 mois après avoir reçu son héritage, Juliette était prête. Elle possédait maintenant 43% des parts de Condé International, suffisamment pour convoquer une assemblée générale extraordinaire et remettre en question la direction du groupe. La convocation fut envoyée un lundi matin. L'assemblée aurait lieu dans 2 semaines, à l'hôtel Georges V, dans le salon Baron Haussmann pouvant accueillir 300 personnes. Quand Édouard de Bourbon-Condé reçut la notification, il faillit s'étrangler avec son café. Comment cette femme qui l'avait humilié et écarté comme une mouche agaçante pouvait-elle posséder presque la moitié de l'entreprise familiale? Il appela immédiatement ses avocats, mais ceux-ci ne purent que confirmer la légalité de toutes les transactions. Juliette de Valmont avait joué selon les règles, et elle avait gagné. Le jour de l'Assemblée générale arriva. Dans le somptueux salon de l'hôtel Georges V, sous les lustres de cristal et les fresques dorées, se pressaient les actionnaires, les membres du conseil d'administration, et la presse financière au grand complet. Juliette fit son entrée à 10 heures précises. Elle portait un tailleur Dior spécialement créé pour elle en velours noir, rehaussé d'un collier de perles qui avait appartenu à sa grand-mère. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant. Elle dégageait une assurance et un pouvoir qui firent se retourner toutes les têtes. Elle prit place à la tribune, face à l'assemblée. Édouard était assis au premier rang, son visage habituellement impassible montrant des signes de tension. À côté de lui, sa fiancée Amélie semblait perdue, ne comprenant manifestement pas les implications de ce qui se jouait. « Mesdames et messieurs, » commença Juliette d'une voix claire et forte, « je vous remercie d'être présents aujourd'hui. Comme vous le savez, j'ai récemment acquis une participation significative dans Condé International. Cette acquisition n'était pas un caprice, mais le résultat d'une analyse approfondie de la situation financière du groupe. Et je dois vous dire que ce que j'ai découvert est profondément préoccupant. » Elle activa le projecteur derrière elle, révélant une série de graphiques et de chiffres dévastateurs. Sur les 5 dernières années, sous la direction actuelle, Condé International a perdu 40% de sa valeur boursière. Des investissements hasardeux, une gestion autocratique refusant tout conseil externe, et une arrogance qui a coûté des millions aux actionnaires. Édouard se leva, le visage rouge. « C'est un mensonge. Vous n'avez aucune légitimité pour... » « Asseyez-vous, monseigneur, » coupa Juliette avec une autorité glaciale. « Vous aurez l'occasion de vous défendre. Mais pour l'instant, c'est moi qui ai la parole. 43% des parts, cela donne certains droits, n'est-ce pas ?» Le silence était total. Édouard se rassit lentement, comprenant qu'il avait sous-estimé son adversaire. Juliette continua son exposé implacable, détaillant méthodiquement chaque erreur de gestion, chaque opportunité manquée, chaque décision désastreuse prise par Édouard et son équipe. Elle présenta un plan de restructuration complet, avec des mesures concrètes pour redresser l'entreprise. Quand elle eut terminé, elle posa ses mains sur le pupitre et regarda directement Édouard. « Je propose donc un vote de défiance envers la direction actuelle,
et ma nomination comme présidente du conseil d'administration de Condé International. La salle explosa en discussions animées. Les actionnaires se tournaient les uns vers les autres, débattant furieusement. Les journalistes notaient frénétiquement. Le vote eut lieu 30 minutes plus tard. 68% des voix se prononcèrent en faveur de Juliette. Édouard de Bourbon-Condé venait de perdre le contrôle de l'empire financier de sa famille. Et la femme qui le lui avait arraché était celle qu'il avait publiquement humilié et rejeté 8 mois plus tôt. La roue avait tourné. Et la suite promettait d'être encore plus spectaculaire. Les semaines qui suivirent l'Assemblée générale furent électriques. La presse française, et bientôt européenne, s'empara de l'histoire avec une voracité extraordinaire. Les gros titres étaient spectaculaires, La Belle et la Bête, renversement de fortune, une Cendrillon financière évince son prince charmant, l'héritière méprisée devient la femme la plus puissante de France. Juliette s'installa dans les bureaux directoriaux de Condé International, situés dans un immeuble haussmannien prestigieux de l'avenue Montaigne. Son premier acte en tant que présidente fut de convoquer Édouard dans son nouveau bureau, celui qui avait appartenu à son père et à son grand-père avant lui. C'était un matin de mars, Paris se réveillait sous une pluie fine qui tambourinait contre les fenêtres donnant sur la Seine. Édouard entra dans le bureau, son arrogance habituelle remplacée par une raideur défensive. Il portait un costume sobre, et son visage montrait les stigmates de nuit sans sommeil. Juliette était assise derrière le bureau massif en acajou, une pile de dossiers devant elle. Elle ne se leva pas pour l'accueillir, ne lui offrit pas de s'asseoir. Elle se contenta de le regarder avec une expression neutre qui était bien plus intimidante que n'importe quelle hostilité ouverte. « Monseigneur », dit-elle finalement, le titre prononcé sans une once de déférence. « Asseyez-vous. » Édouard s'assit, mal à l'aise, sur la chaise face au bureau, une position de visiteur, de subordonné. « Je vous ai convoqué, » continua Juliette, « pour discuter de votre avenir au sein de cette entreprise. Comme vous le savez, en tant que présidente, j'ai le pouvoir de restructurer complètement l'organisation. J'ai étudié votre performance en détail. 20 ans dans cette entreprise, dont 5 à la direction, et les résultats sont médiocres, au mieux. C'est ma famille qui a bâti cette entreprise, rétorqua Édouard, sa voix tremblant légèrement. Vous n'êtes qu'une arriviste qui... Une arriviste, l'interrompit Juliette avec un sourire froid. Comme c'est amusant, venant d'un homme qui doit son poste uniquement à son nom de famille et non à ses compétences. Mais parlons justement de votre famille. Votre arrière-grand-père a effectivement bâti une entreprise remarquable. Votre grand-père l'a agrandie avec intelligence. Votre père l'a maintenue à flot. Et vous? Vous l'avez presque détruite par votre incompétence et votre arrogance. Édouard serra les mâchoires, mais ne répondit pas. Que pouvait-il dire? Les chiffres ne mentaient pas. J'ai 3 options pour vous, reprit Juliette en ouvrant un dossier. Option 1, vous démissionnez immédiatement de tous vos postes au sein du groupe, avec une indemnité généreuse et une clause de confidentialité. Vous partez dignement et nous n'en parlons plus. Jamais, cracha Édouard. Option 2, je vous garde dans l'entreprise, mais à un poste subalterne, sans pouvoir de décision. Vous deviendrez essentiellement une mascotte, un nom sur une carte de visite, tandis que de vrais professionnels feront le travail. Le visage d'Édouard vira au rouge brique. Vous ne pouvez pas. Option 3, continua Juliette implacablement, je lance un audit complet de votre gestion et je rends public toutes les irrégularités que nous trouverons. Et croyez-moi, monseigneur, nous trouverons des choses. Des contrats attribués à des amis sans appel d'offres, des dépenses personnelles facturées à l'entreprise, des décisions prises pour votre gloire personnelle au détriment des actionnaires. Votre réputation sera détruite, et pas seulement dans les cercles d'affaires. Édouard pâlit. Ils se regardèrent en silence pendant ce qui sembla une éternité. « Pourquoi faites-vous cela » demanda-t-il finalement, sa voix à peine un murmure. « Est-ce à cause de Chambord ?» Juliette se leva et se dirigea vers la fenêtre, contemplant Paris qui s'étendait sous la pluie. « Chambord » répéta-t-elle pensivement. « Vous pensez que tout ceci est une vengeance pour une humiliation publique ? Comme votre ego est démesuré, monseigneur. Non, ce n'est pas pour Chambord. C'est pour toutes les Juliettes de ce monde. Toutes les femmes, tous les hommes, que des gens comme vous jugent et méprisent basés uniquement sur l'apparence. Toutes les personnes brillantes, talentueuses, extraordinaires que vous écartez parce qu'elles ne correspondent pas à votre définition étroite de ce qui est acceptable. Elle se retourna pour lui faire face. Vous m'avez écrit pendant 3 ans. 3 ans de correspondance où vous me parliez de votre âme,
de vos rêves, de votre quête d'authenticité. Et tout cela n'était que du vent. Au moment où vous m'avez vu, rien de tout cela n'a compté. Mon esprit, mon intelligence, ma personnalité ou tout a été annulé en une seconde parce que je ne correspondais pas à l'image que vous aviez d'une femme désirable. Commença Édouard, mais les mots moururent dans sa gorge. Vous savez ce qui est vraiment tragique, continua Juliette. Si vous m'aviez donné une chance, si vous aviez eu ne serait-ce qu'une fraction de l'intégrité dont vous vous vantiez dans vos lettres, j'aurais été votre plus grand allié. J'aurais utilisé mon intelligence et maintenant ma fortune pour vous aider, pour renforcer votre position. Nous aurions pu bâtir quelque chose d'extraordinaire ensemble. Elle retourna s'asseoir derrière son bureau. Mais vous avez choisi l'humiliation. Vous avez choisi la cruauté. Et maintenant, vous vivez avec les conséquences. Édouard baissa la tête. Pendant un moment, il ressembla à un petit garçon pris en faute plutôt qu'à un prince arrogant. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Je sais que cela ne signifie rien maintenant, mais je suis vraiment désolé. J'avais peur. Peur de ce que les autres penseraient. Peur que mes pères se moquent de moi. Alors je vous ai attaqué avant qu'ils ne puissent m'attaquer pour avoir été associé à vous. » La peur et la lâcheté, répondit Juliette doucement. Pas l'amour, pas même le dégoût sincère. Juste la peur du jugement des autres. Savez-vous à quel point c'est pathétique? Oui, répondit-il simplement. Juliette le regarda longuement, puis ouvrit un tiroir et en sortit une enveloppe. Voici ma décision, dit-elle. Vous allez démissionner de votre poste de directeur général, mais je vous garde au conseil d'administration comme conseiller honorifique. Vous aurez un bureau, un titre, un salaire décent. Mais aucun pouvoir réel. Et en échange, vous allez faire quelque chose pour moi. Quoi? Demanda Édouard, méfiant. Vous allez utiliser votre nom, votre influence, pour soutenir publiquement des causes que vous avez toujours ignorées. Des organisations luttant contre la discrimination basée sur l'apparence physique. Des programmes d'éducation contre le harcèlement. Des initiatives pour promouvoir la diversité corporelle dans les médias et la mode. Vous allez devenir un ambassadeur de ces causes, et vous allez raconter votre histoire comment votre propre préjugé vous a coûté votre empire. Édouard leva les yeux vers elle, surpris. Vous voulez que je m'humilie publiquement? Non, répondit Juliette. Je veux que vous grandissiez. Je veux que vous deveniez l'homme que vous prétendiez être dans vos lettres. Considérez cela comme une opportunité de rédemption. Ils restèrent silencieux un moment, le bruit de la pluie remplissant l'espace entre eux. Acceptez-vous ces termes? Demanda finalement Juliette. Édouard hocha lentement la tête. Oui. Bien. Vous pouvez partir. Édouard se leva, mais à la porte, il se retourna. Juliette, puis-je vous appeler Juliette? Elle inclina légèrement la tête en signe d'assentiment. Vous aviez raison dans vos lettres, dit-il doucement. Vos lettres étaient brillantes, profondes, touchantes. J'attendais chacune d'elles avec impatience. Et quand je vous ai vu à Chambord, pendant une fraction de seconde, avant que la peur ne prenne le dessus, j'ai vu dans vos yeux l'âme que je connaissais par écrit. Et elle était belle. Plus belle que n'importe quelle apparence physique. Je ne méritais pas cette beauté-là. Je ne vous méritais pas. Il sortit avant qu'elle ne puisse répondre, fermant doucement la porte derrière lui. Juliette resta assise en silence, contemplant la place vide où il s'était tenu. Une partie d'elle ou une petite partie qu'elle n'admettrait jamais à haute voix avait attendu ces mots pendant des mois. Mais maintenant qu'ils étaient dits, elle réalisait qu'ils ne changeaient rien. Les excuses ne pouvaient pas effacer l'humiliation. Les regrets ne pouvaient pas réparer le cœur brisé. Mais ils pouvaient, peut-être, être le début de quelque chose de meilleur. 6 mois plus tard, Juliette de Valmont organisait un gala de charité au château de Versailles, un événement d'une ampleur sans précédent pour lever des fonds pour plusieurs causes liées à l'acceptation corporelle et la lutte contre le harcèlement. Le ban et l'arrière-ban de la société française étaient présents, non plus par obligation sociale, mais par respect sincère pour ce qu'elle avait accompli. Elle se tenait sur la terrasse donnant sur les jardins Le Nôtre illuminé, un verre de champagne à la main. Elle portait une robe sur mesure d'un créateur émergent qui spécialisait dans la mode inclusive, une création spectaculaire en satin doré qui captait la lumière et attirait tous les regards. « Mademoiselle de Valmont », dit une voix derrière elle. Elle se retourna pour voir Édouard, accompagné de son ex-fiancée Amélie. La relation n'avait pas survécu au scandale, Amélie avait rompu les fiançailles dès que la fortune et le pouvoir d'Édouard s'étaient évaporés. Mais ce soir,
ils étaient venus ensemble pour soutenir la cause. J'ai fait le discours que vous m'aviez demandé, dit Édouard. J'ai raconté toute l'histoire. Chambord, mes préjugés, les conséquences. Les médias étaient présents. Je sais, répondit Juliette. Je l'ai regardé. C'était honnête. Merci. Amélie, qui avait eu la décence de paraître gênée toute la soirée, s'avança timidement. Mademoiselle, je voulais aussi m'excuser. Pour le vernissage, pour mes commentaires. J'étais stupide et cruelle. Juliette la regarda avec curiosité. Qu'est-ce qui a changé? J'ai perdu 20 kilos après notre rupture, répondit Amélie doucement. Le stress, la dépression. Et soudainement, des gens qui m'adulaient me regardaient différemment. Des agences de mannequinat qui me suppliaient de travailler avec elles cessèrent d'appeler. Des amis disparurent. J'ai eu un petit avant-goût de ce que vous avez enduré toute votre vie. Et j'ai eu honte. Profondément honte. Juliette hocha la tête. L'empathie vient parfois de l'expérience personnelle. C'est bien que vous ayez appris. Elle leva son verre de champagne. À l'avenir. À un monde où nous jugeons les gens pour leur caractère et non leur apparence. Édouard et Amélie levèrent leur verre et trinquèrent avec elle. Plus tard dans la soirée, alors que le gala touchait à sa fin et que les invités commençaient à partir, Juliette se retrouva seule dans la galerie des glaces. Les miroirs infinis reflétaient son image à l'infini, une femme puissante, élégante, qui avait transformé son humiliation en triomphe. Elle pensa aux mots du baron Gustave dans sa lettre, « Montre-leur ce dont tu es capable ». Elle l'avait fait. Elle avait montré au monde que la valeur d'une personne ne se mesurait pas en kilos ou en centimètres, mais en courage, en intelligence, en détermination. Juliette de Valmont avait rejeté la couronne qu'Édouard aurait pu lui offrir à Chambord, une couronne de princesse, subordonnée, définie par son mari. À la place, elle s'était forgé sa propre couronne. Une couronne de reine, gagnée par sa propre force. Et elle la porterait avec fierté pour le reste de ses jours. Fin.